Quand la crypto-monnaie commence à se développer en tant qu'écosystème, vous commencez à vous rendre compte que, ok, maintenant c'est l'adoption la plus rapide d'une technologie de toute l'histoire de l'humanité. Internet, de 1992 à 2000, a augmenté de 63% par an. C'était l'adoption la plus rapide d'une technologie de toute l'histoire de l'humanité. Avant ça, le téléphone mobile était l'autre technologie. Mais ce qui se passe, c'est que la technologie d'Internet et la technologie de téléphonie mobile permettent à ces réseaux d'être construits. Et une fois ces réseaux en place, il est plus rapide de construire le prochain réseau. Donc en Inde, par exemple, ils ont tout simplement remis des données gratuites à chaque détenteur de téléphone portable. Et donc, devinez quoi ? Leur utilisation des données est la plus élevée au monde et donc la croissance d'Internet devient plus rapide. Donc, Internet était énorme, comme nous le savons tous, et ça reste énorme, donc 63% par an, et ça diminue au fil du temps, comme de plus en plus de gens l'ont adopté. En 1997, ça a augmenté de 63% par an, et il y avait 140 millions d'utilisateurs d'Internet. En 2021, il y a 140 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies. Et ça grandit de 113% par an. C'est 2 fois plus rapide. Voici ce qu'on a de la peine à comprendre. Les nombres linéaires par rapport aux nombres exponentiels. Parce que c'est exponentiel, cela signifie qu'une croissance de 113% par an va faire passer 140 millions de personnes à 1 milliard d'ici 2024. Donc, quand vous revenez en arrière, selon comment vous voyez tout ça, si vous savez que quelque chose est en train d'être adopté à cette vitesse et que c'est un réseau pour l'argent, en son essence même, et vous pouvez en acheter une fraction, donc tout le monde peut en acheter pour 10% de leur valeur nette. Alors tout le monde qui saisit cette opportunité aura probablement la plus grande opportunité de l'histoire de faire de l'argent. Vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est lors des plus grandes crises qu'il y a le plus gros transfert de richesse. Donc une crise financière est la meilleure opportunité pour une personne qui ne se considère pas riche, voire pauvre, de le devenir. Et pour résumer ce concept de façon très pratique, je me rappelle après avoir regardé le Big Short, je me suis dit mais putain, comment est-ce qu'on profite d'une crise ? Vivement la prochaine crise. Putain, moi la prochaine crise, je vais la monter en scout. Je vais tout de suite vous dire comment profiter de la crise qui a déjà commencé selon moi, mais avant ça, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que ça vous dirait de faire partie des 1% des gens qui possèdent le plus de Bitcoin au monde ? D'ailleurs, vous pensez qu'il vous faudrait combien de Bitcoin pour pouvoir faire partie de ce 1% des gens qui possèdent le plus de Bitcoin ? 1, 2, 3 ? Non, seulement 0,28. Et je pense que ça devrait être un objectif minimum pour la plupart des gens. Rendez-vous compte un peu. Imaginez, il n'y a pas besoin d'imaginer, c'est le cas. Il y a 20 millions de millionnaires sur Terre. Imaginez que ces 20 millions de millionnaires décident demain de vouloir chacun d'entre eux un Bitcoin chacun. Est-ce que c'est possible ? Vous allez peut-être me dire oui, parce qu'il y aura 21 millions de Bitcoin en tout, donc 20 millions de millionnaires, ça devrait pouvoir le faire. C'est pas possible. Ils pourront pas. Parce qu'il y a déjà 4 millions de Bitcoin perdus, c'est une estimation. Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin, on a gardé 1 million pour lui. Donc ça fait déjà moins 5 millions de Bitcoin. Donc il n'y a que 16 millions de Bitcoin. Donc si tous les millionnaires de la planète voulaient un Bitcoin maintenant, ou demain, ou après-demain, ou hier, ça n'aurait jamais été possible. Mais vous pouvez le faire. Et vous n'êtes même pas millionnaire pour la plupart d'entre vous. C'est pas incroyable que si tous les millionnaires du monde voulaient quelque chose, ils ne pourraient pas l'avoir, mais que vous aujourd'hui, vous pouvez l'avoir ? Bon, un Bitcoin tourne autour des 42 000 $ aujourd'hui, maintenant. Donc tout le monde ne peut pas acquérir un Bitcoin. Mais sur le long terme, si vous investissez des revenus petit à petit, au bon moment, on va parler de ça un peu plus tard dans la vidéo, c'est tout à fait possible que la plupart d'entre vous arrivent à atteindre un Bitcoin. Mais je le rappelle, vous n'avez besoin que de 0,28 Bitcoin, donc à peine un quart de Bitcoin, pour faire partie des 1% les plus riches en Bitcoin. Maintenant, les deux phases, selon moi, bien sûr c'est que mon avis personnel, pour profiter de la crise à venir qui a déjà commencé, simplement, vous établir professionnellement sur Internet, peu importe votre branche, essayez de vous établir sur Internet pour augmenter vos revenus, puis investir ces revenus dans la crypto-monnaie. On va voir comment investir cet argent au meilleur moment possible. Et on va également voir ensemble quelles sont les possibilités à votre disposition pour multiplier votre nombre de Bitcoin en tradant un minimum. Donc autrement dit, en swing tradant. D'ailleurs, un peu de conjugaison, je swing trade, tu swing trade, nous swing tradons. Mais j'aimerais voir ça à travers les yeux des milléniaux. Donc ils ont 32 ans, c'est le même âge que leurs parents avaient, les baby-boomers.
quand ils avaient accès aux actions les moins chères de tous les temps, aux obligations les moins chères, aux crédits les moins chers, aux propriétés les moins chères, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas faire autrement que gagner de l'argent. Ils ont en quelque sorte tout foutu en l'air parce qu'ils ont fini par s'endetter aussi. Mais ils ne pouvaient pas ne pas gagner d'argent. Mais avec les milléniaux, c'est l'opposé. Des valorisations records pour les actions, des valorisations records pour les obligations, pareil pour l'immobilier et le plus de crédits enregistrés. Donc je suis là, ces gens sont foutus. Sauf si quelque chose d'autre arrive. Et cette chose est la crypto. Parce que le rendement futur attendu pour la crypto, ça a grandi de 213% par an en termes de rendement. Voilà ce que ça rapporte. Malgré que ce soit très volatile, parfois ça baisse de 70%, mais au fil du temps, vous gagnez 213% par an. Ça a grandi en tant qu'actif, je pense que c'est 2 millions de pourcents depuis sa création. Aucun autre actif dans toute l'histoire de l'humanité n'a fait ça. Et ça n'a même pas commencé. Je pense encore qu'il y a probablement un x100 à faire depuis ici. Même les baby-boomers n'ont pas eu ça. Le S&P n'a pas fait un x100 depuis les années 80, donc c'est ça la puissance de ce qu'il y a là. Donc je crie du haut des toits en disant « Vous êtes peut-être cynique, vous pouvez penser que vous ne le comprenez pas, vous pouvez penser que vous ne pouvez pas vous permettre de jouer à ça, mais vous devez écouter car c'est votre opportunité. » Vous ne pourrez pas revenir vers moi dans 10 ans et dire « Eh bien, on a raté tout ça, tous les riches se sont enrichis. » Non. Vous, moi, tout le monde est en train de dire « Maintenant, c'est notre temps. » Ne soyez pas irresponsable, vous savez, investissez par palier, faites les choses bien, mais ici, c'est votre chance, c'est la plus grande opportunité que je n'ai jamais vue. Et je vais en profiter et tout le monde devrait le faire aussi. J'imagine que vous êtes super excité à l'idée de pouvoir investir dans une révolution telle que le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour le faire? Est-ce que c'est un bon moment pour investir dans les crypto-monnaies? La réponse c'est oui et non. Regardons ça ensemble. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce chart simplement en allant sur tradingview.com et vous allez taper dans la barre de recherche BLX pour avoir le chart du Bitcoin depuis sa création. Ce qui doit vous sauter aux yeux à l'écran, c'est qu'il y a des traits verticaux bleu clair. Que représentent ces traits? Ces traits représentent la date du halving pour le Bitcoin. Et on peut voir que c'est pas du tout anodin. Au premier coup de regard, on voit très bien que c'est le halving sur le Bitcoin qui crée le rythme et qui crée les cycles des crypto-monnaies qu'on a connus jusqu'à maintenant. Un cycle dure en moyenne 4 ans. Mais les cycles ne sont pas définis par le temps, mais par le nombre de blocs minés. On va pas rentrer plus dans les détails, parce que sinon le watch time de cette vidéo va être défoncé. Donc si vous regardez ce chart, vous allez voir que le Bitcoin fonctionne, évolue à travers des cycles. Ces cycles sont dictés par les halvings. Chaque fois qu'il y a un halving, il y a une forte croissance, puis une longue récession. C'est ce qu'on a vu à chaque fois. Comme on peut le voir sur le chart, le premier halving sur le Bitcoin a été suivi d'une grosse croissance, puis une récession. Deuxième halving, croissance, récession. Troisième halving, croissance, récession. Quatrième halving, le dernier qu'on a connu, croissance, récession. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir dans le Bitcoin. Petite parenthèse, ce chart n'a pas pour but de vous faire paniquer et le dessin que je viens de faire là-haut, j'en sais rien en fait. Le bull market n'est probablement pas terminé et probablement qu'on vivra de plus hauts sommets avant de vivre une récession. Mais une récession, il y aura. Et je peux vous dire qu'environ une année avant le halving, jusqu'au halving, c'est le meilleur moment pour investir, peu importe le prix du Bitcoin, et qu'une année après le halving, c'est le moment de commencer à arrêter d'investir. Le chart est en train de vous le dire, c'est pas moi, c'est les chiffres en images. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on analyse le Bitcoin non pas parce que c'est notre crypto préférée. En réalité, vous allez savoir combien j'ai de Bitcoin avec Ludo? 0. Parce qu'on a investi tous nos Bitcoins dans d'autres crypto-monnaies, je vais vous expliquer comment et pourquoi. Mais l'idée, c'est que le Bitcoin est le leader de marché. Quand le Bitcoin monte, la majorité des cryptos montent avec, et quand le Bitcoin rentre en récession, la majorité des crypto-monnaies rentrent en récession. Et d'ailleurs, les autres crypto-monnaies peuvent perdre jusqu'à moins 95% et plus, alors que Bitcoin a tendance à être le plus solide dans une récession. Si je me souviens bien, lors de la dernière récession, il a perdu moins 85%. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'est un bon moment pour investir? Selon moi, sur le court terme, clairement pas. Pourquoi? Le chart nous l'indique très clairement. Investir une année après le halving, c'est forcément risqué. Ça se voit, vous êtes d'accord. Par contre, investir une année avant le halving, là en termes de gestion du risque, c'est facile. On le voit, le passé nous l'indique, si vous investissez une année ou à la date du halving, vous connaissez l'année suivante une croissance de malade. Donc investir au halving ou quelques temps, quelques mois, voire une année avant le halving, semble être quelque chose de peu risqué. Par contre, investir une année après le halving, non, ça c'est pas peu risqué, ça c'est très risqué. Donc même s'il y a un potentiel x5 sur le Bitcoin et x20 sur d'autres crypto-monnaies, ça reste une période trop risquée pour investir des montants trop considérables.
Juste une petite parenthèse, je vais me mouiller et je vais vous dire ce que je pense personnellement, même si ça n'a aucune valeur car je n'en sais rien. Ma déduction personnelle, c'est que d'ici décembre, le marché va exploser. Donc si vous voulez absolument investir aujourd'hui, investissez très peu de ce que vous voudriez investir et donnez-vous rendez-vous. Donc voilà la date du rendez-vous que j'attends et que Ludo attend. Et avant cette date, nous n'investirons plus du tout d'argent dans les crypto-monnaies. Sachant qu'on a déjà la grosse majorité de nos avoirs dans les crypto-monnaies et qu'on a continuellement depuis 2017 continué à injecter de l'argent. Comme vous le voyez sur mon écran, dès début 2023, Ludo et moi serons sur le qui-vive avec les jumelles comme ça, en train d'analyser les marchés 24 heures sur 24 et à rentrer par palier, donc à rentrer petit à petit avant le halving. Donc dès début 2023, on commencera à réinjecter de l'argent dans les crypto-monnaies, pas avant. Après, si les choses se passent différemment que prévu, on réadaptera et on vous tiendra au courant. Mais pour l'instant, on s'en tient au plan. Ce n'est pas une question de riche ou de pauvre, c'est une opportunité pour chaque personne. Et nous n'avons jamais eu ça avant. Jamais. Et le pire à ce sujet, c'est ce raisonnement. Le raisonnement avec les crypto-monnaies que nous avons tous, n'est-ce pas? Le rabbit's hole, comme ils l'appellent. Vous commencez par comprendre ce qu'est l'argent, sujet auquel la plupart d'entre nous ne pensent pas. Puis vous commencez à comprendre comment on se fait avoir par les banques centrales qui impriment de l'argent. Et toute cette économie endettée et ce que ça signifie. Et puis vous commencez à dire, d'accord, pour ça, il y a Bitcoin. Et donc, à quoi sert Ethereum? Et vous commencez à découvrir la finance décentralisée. C'est un peu une affaire de finance, mais c'est plutôt cool car je peux gagner des intérêts maintenant au lieu de gagner 0 sur mon compte bancaire avec mes économies. Je peux maintenant obtenir 6% par an. Waouh, c'est une différence, c'est comme revenir 25 ans dans le temps. Puis soudainement, les NFT arrivent. The skyrocketing prices for digital art sold as NFTs or a non-fungible token. Un jeton non fongible, une sorte d'équivalent digital de titre de propriété. C'est surtout un marché qui frôle depuis le début de l'année le milliard de dollars de transactions. Et soudainement, vous êtes stupéfait à l'idée qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. Ça concerne tous les échanges, les transferts et le stockage des valeurs pour Internet. Des modèles commerciaux complets sont sur le point de changer massivement en raison de ce que cette technologie permet. Et une fois que vous avez compris tout ça, vous êtes là, oh mon Dieu, je ne peux garder ça à l'esprit plus longtemps, c'est tellement énorme. Et ce n'est pas seulement acheter du Bitcoin, je vais faire de l'argent au fil du temps, vous savez, c'est en fait un système financier parallèle et une structure d'entreprise pour le monde entier. Et il est adopté plus rapidement que n'importe quoi que nous pouvons imaginer. Le monde a une histoire avec l'argent, qu'il soit garanti par l'or ou pas, où le gouvernement s'endette excessivement et dévalue l'argent. Alors les Romains avaient l'habitude de couper le bord des pièces et il y avait donc moins d'or dans chaque pièce. Et à la fin, les gens ont perdu la foi dans les pièces parce que le gouvernement les mélangeait avec de l'argent, puis les mélangeait avec du cuivre, et vous savez, les pièces ne valaient plus rien, car ça devait valoir la valeur du dinar à l'époque romaine. Mais les gouvernements ne peuvent pas s'en empêcher. Des humains, nous ne sommes que des humains, et les êtres humains sont des créatures fondamentalement imparfaites, et nous le serons toujours. I'm sorry. Et donc nous avions l'argent garanti par de l'or. Les États-Unis et le Royaume-Uni appliquaient cette règle. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, et on l'a tous abandonné parce qu'on s'était encore tous trop endettés. Nous sommes allés trop loin encore une fois, parce que les humains aiment les effets de levier avant toute chose. Le sexe et les effets de levier sont les deux choses qui motivent les humains à agir pour certaines raisons. Nous avons adopté un nouveau système qui existait avant, mais il continue d'être abandonné, qui est appelé monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire est de l'argent non garanti par quoi que ce soit. C'est garanti par la promesse de la Banque centrale de l'accepter en retour. Donc c'est les billets en dollars que nous connaissons tous. Et tous les pays du monde ont maintenant adopté la monnaie fiduciaire. Mais, comme pour tout, si vous avez vraiment soif et que je vous donne une bouteille d'eau ou que je vous la vends, vous accepteriez probablement de me payer 10 fois trop cher pour cette bouteille d'eau. Si je vous donne 1 million de bouteilles d'eau, elles ne valent plus rien pour vous. Donc la rareté a de la valeur. Ça marche pour l'art, les voitures et presque n'importe quoi. Les humains valorisent la rareté pour quelque raison que ce soit. Et donc, si vous imprimez trop d'argent, vous diminuez la rareté. Donc oui, il y a de l'argent partout, mais l'argent a moins de valeur. Donc, une fois que vous comprenez ça, vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Le dollar ne s'est pas effondré. Par rapport à l'euro, il en est au même endroit qu'au cours des 5 dernières années, ou peu importe. Et vous vous dites, mais
mon salaire de 50 000 $, maintenant peut m'acheter beaucoup moins d'actions Apple, Amazon, Google, Microsoft. En fait, c'est pareil pour le S&P. Soudainement, je ne peux plus acheter grand-chose. Depuis 2008, ce n'en est qu'une fraction. Je peux acheter genre un tiers de ce que je pouvais. Idem pour l'immobilier, idem avec l'or. Puis vous êtes là, les actifs sont soudainement devenus chers, mais ce n'est pas vrai. La valeur de votre épargne a diminué, ou votre argent. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des actifs. Qu'est-ce qu'un actif ? Un actif, c'est un bien dont le prix s'évalue par l'estimation de sa valeur dans le futur. J'achète une maison, je la revends dans le futur et je prends ma retraite. Quels que soient les événements, n'est-ce pas ? On n'achète pas le S&P parce qu'on veut l'accrocher sur notre mur. On l'achète parce qu'on veut le vendre à une date future pour gagner de l'argent. Donc tout ça signifie que dans le futur, nous serons plus pauvres. C'est ce que globalement ça signifie. C'est ce qu'on appelle la dépréciation de la monnaie. Donc Bitcoin arrive en 2008, au milieu de la crise. C'est un peu comme si tout était parfaitement préparé pour ça. Et Satoshi dit « Hey, regardez ça. Je peux créer un algorithme qui créera un nombre limité de cette chose, de Bitcoin, et ce nombre ne pourra jamais varier, jamais. Et donc de ce fait, voilà la valeur que les humains ne pourront pas foutre en l'air. Maintenant, les humains ont tendance à faire de la avec ce qui a de la rareté parce qu'ils sont économiquement incités à le faire. Ici, ils ne le peuvent pas. Du coup, ils sont économiquement incités à posséder cet actif car il est rare et ça ne peut pas être changé parce qu'il y a cette courbe d'offre qui est stable et un nombre limité. Donc Bitcoin devient cette grande réserve de valeur. Et ça ressemblerait à de l'or, car l'or est une bonne réserve de valeur, ça a fonctionné durant des milliers d'années. Mais Bitcoin a cette autre chose, c'est un réseau, ce que l'or n'est pas. Et c'est de la technologie, ce que l'or n'est pas. Donc nous avons des cas d'utilisation et les avantages de construire un réseau. Et donc tout d'un coup, le prix monte exponentiellement. Revenons à 2015, quand soudainement, des gens s'intéressent à la blockchain et ils commencent à dire « Imaginez si ces espaces sur la blockchain, là où vous enregistrez la propriété de quelque chose, pour Bitcoin, c'est le Bitcoin lui-même. Qu'est-ce qui se produirait si on pouvait mettre un contrat là-dedans ?» Et ce fut l'ascension d'Ethereum. C'est devenu une plateforme où vous pouvez changer le programme de la blockchain. Pas les caractéristiques de la blockchain, vous ne pourriez rien changer à ce niveau-là, mais vous pouvez changer ce qui est détenu à l'intérieur. Et ça veut dire que ça pourrait ressembler à ci, ou ça pourrait ressembler à ça, ou même bien ça. Et ces choses sont également vérifiables, elles ne peuvent pas changer. Donc ça a créé un théorème qui est devenu la plateforme. Alors d'abord, vous pensez à Bitcoin comme cette réserve de valeur, cette chose pure et prestigieuse. Et ensuite, vous pensez à Ethereum aussi en tant que chose merveilleuse, mais c'est une application bien plus vaste parce que c'est comme de l'argent programmable. Avant que l'épisode arrive à sa fin, j'ai envie de partager avec vous la méthode que Ludo et moi avons utilisée pour doubler notre nombre de Bitcoin sans avoir à ajouter de l'argent dans la crypto-monnaie. Intéressant, non ? Donc à ce moment-là, on s'intéressait énormément à Ethereum. Et après quelques analyses graphiques, comme vous le voyez juste ici, d'ailleurs ces traits ont été tirés en début janvier 2021, et du coup après une petite analyse graphique, on s'est rendu compte qu'il y avait un triangle ascendant qui se dessinait sur Ethereum contre Bitcoin, et qu'il allait avoir un fort potentiel, c'est ce qu'on pensait, sur Ethereum comparé à Bitcoin. Donc on a vendu tous nos Bitcoins, on était encore dans le triangle, dans cette zone-là, contre des Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends approximativement 1 x 2. Voilà comment on a doublé nos Bitcoins. Et du coup, actuellement, on essaye de faire la même chose avec Ethereum, donc on trouve des crypto-monnaies qui ont un plus fort potentiel, selon nous, sur le court moyen terme qu'Ethereum, pour doubler notre nombre d'Ethereum, ce qui nous permettra de décupler notre nombre de Bitcoin. Le but toujours étant d'avoir plus de Bitcoin et d'Ethereum. C'est pas en ayant des Ethereum que vous aurez plus d'Ethereum. Ça, c'est évident. Et du coup, bien sûr que ça inclut de prendre un risque, parce que plus vous descendez sur le CoinMarketCap, le listing des crypto-monnaies, plus vous allez prendre de risques, mais plus vous allez vous exposer à un fort potentiel. Qu'est-ce qui permet à une personne de prendre plus de risques? Les connaissances. Avant de terminer cet épisode, je vais vous donner quelques coins qu'on a achetés avec nos Ethereum. Bien sûr, on n'a pas vendu tous nos Ethereum. Parce que vous le savez, Bitcoin a de la valeur car c'est rare, et les gens savent qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions, mais Ethereum, depuis quelques temps, brûle une partie des frais de transaction, donc brûle des Ethereum, et ça veut dire que Bitcoin, il n'y en aura jamais plus que 21 millions, mais Ethereum, il y en aura de moins en moins, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ludo va faire flasher à l'écran ces coins maintenant, mais c'est juste pour que vous puissiez vous éduquer et en apprendre plus sur ces crypto-monnaies. Le but, c'est pas d'aller les acheter maintenant. Vraiment pas. Si vous le faites et que ça s'effondre après, je n'aurai rien à voir là-dedans.
C'est juste des crypto-monnaies qui sont intéressantes sur le moyen et long terme. Et intéressez-vous à ces crypto-monnaies. Et pourquoi pas, investissez peut-être en début 2023 ou attendez de voir ce qui se passe un petit peu sur le court terme parce que moi-même, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais sur le long terme, j'ai mes certitudes et j'ai un plan. Et j'espère que vous aussi aujourd'hui, de rien d'ailleurs, je devrais vous facturer, hein. Bon, c'est bon, on arrête. Si cet épisode vous a plu, cliquez sur s'abonner et la petite cloche où c'est marqué toutes les notifications pour être sûr de ne pas manquer les vidéos à venir. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. Si on a oublié quelque chose ou que quelque chose n'est pas clair, on y répondra dans l'épisode suivant qu'on fera sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, on va faire un peu plus d'épisodes sur les crypto-monnaies d'ici la fin de l'année parce qu'on en a envie. Et moi, je vous dis au prochain épisode.